Bonjour Michel Heurtaud. Pour ce cœur qui haïssait la guerre et où nous allons faire connaissance avec Anton, qui est donc un jeune ingénieur passionné par les fusées, passionné parce que l'espace l'attire et en même temps, ce qui est aussi très important dans ce livre, c'est la période historique que vous avez choisie. Et peut-être que c'est par là que nous allons commencer, c'est d'oser faire un livre qui est véritablement un roman pour parler de la fin d'une guerre, du début d'une autre et de la façon dont on doit choisir entre la neutralité et la résistance. Alors, pour vous, c'est l'histoire d'Anton ou c'est l'histoire de la résistance? Je voudrais d'abord dire quelques vers de Robert Desnos qui m'a inspiré et dont j'ai tiré le titre. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles le même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a permis de réveiller les vieilles colères. Nous sommes à Berlin au début des années 30. Anton Fehrenbach, jeune ingénieur en poste chez Siemens, se promène dans le Tiergarten, ce grand parc près de la porte de Brandebourg. Soudain, il manque de se faire écraser par une petite torpedo pilotée par un adolescent. Elle heurte un muret. Le conducteur enjambe la portière, accourt vers lui et se présente. Werner von Braun. Anton le regarde. Il est un peu plus jeune que lui, à peine une vingtaine d'années. Il remarque sur la banquette arrière un livre qui titre « Des fusées dans l'espace interplanétaire » d'un certain Hermann Orbert. Von Braun lui demande s'il est intéressé par la propulsion par réaction. Et si demain une fusée les arrachait à l'attraction terrestre et les propulsait dans les espaces intergalactiques? Cette nuit-là, Anton ne parvient pas à trouver le sommeil. Il a l'impression que son rêve d'enfant, le voyage sur la Lune, se fait cher. Le lendemain, il s'inscrit en astronautique à l'Université des sciences de Berlin. C'est ainsi que commence la longue aventure d'Anton. Pendant très longtemps, il ne s'inquiète pas de la montée du nazisme, comme la plupart des ingénieurs autour de von Braun, que seule la recherche passionne. Mais les investissements que demande le développement d'une fusée révolutionnaire sont colossaux. Et les industriels allemands, laminés par la crise de 1929 et frileux devant un domaine encore totalement inexploré, hésitent à se lancer. C'est l'armée qui prend le relais. Pas de risque sur von Braun. Cette fusée que nous demande de construire ne sera jamais que défensive et a peu de chances de servir un jour. De toute façon, nous n'avons pas d'autre solution économique, financière que l'armée. C'est une opportune neutralité qui permet pendant longtemps à Anton de ne pas choisir entre pro et anti-nazi. Mais quand on travaille sur une fusée financée par les militaires et que dans l'esprit de ceux-ci, elle ne doit pas aller s'égarer quelque part sur la Lune ou sur Mars, mais devenir une arme dévastatrice, que vaut la neutralité? Ce sont deux femmes également et successivement aimées, Anne, sa cousine, qui est une archéologue et qui trame l'assassinat du Reichsführer, et Inge, qui était un grand photographe qui fut en France à la veille de la guerre et qui se retrouve dans un réseau de résistance près de Nice, qui sont les plus déterminés dans ce combat contre le nazisme. Elles lui disent, si l'homme n'est pas fait pour la guerre, il est encore moins pour la servitude. Elles lui montrent le projet monstrueux de ce régime. Pourtant, il hésite encore à abandonner son rêve d'enfant des fusées. Et il faudra donc qu'il parte au moment où Hitler, devant les échecs répétés de la fusée, annule tous les investissements
de partir en Russie comme lieutenant, de voir véritablement la Wehrmacht qui aide les Waffen-SS transformée en meute barbare, servile jusqu'à l'assassinat, et où il comprend véritablement ce qu'est ce régime. Il est blessé gravement, il est rapatrié au centre de recherche, et c'est là qu'il bascule enfin, qu'il décide de trahir son pays, de collaborer avec les services secrets britanniques en leur fournissant tous les plans de Peenemünde, cette base ultra secrète où étaient expérimentés les fusées très sophistiquées qui deviendront les futurs V1 et V2. Alors, vous racontez cette histoire. Effectivement, c'est une documentation extrêmement précise qui est derrière tout cela, mais ça reste un roman, et c'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de faire la délicate balance entre la fiction et l'histoire. Et donc cette documentation, elle ne vous pèse jamais dans ce livre-là? Non, elle ne me pèse pas. Je pense que j'ai mis très longtemps à la réunir, mais sans doute parce que j'ai été habité par les personnages, mais aussi parce que j'ai voulu faire une histoire des hommes. C'est-à-dire que, au-delà de l'épopée des Panzerdivision de Guderian qui déferlait dans l'immensité des plaines russes, et même au-delà de l'épopée du financement et du développement de la fusée révolutionnaire qui va déboucher quelques années plus tard sur l'exploration spatiale, c'est vraiment l'histoire des hommes qui m'a intéressé. C'est l'histoire de l'Allemagne. Comment ont-ils vu les Allemands? Comment ont-ils vu cette guerre? On ressent la terreur des Berlinois sur les bombes. On voit comment ce personnage d'Himmler, on le suit dans cette psychologie, personnage étrange qui est à la fois un mélange de personnages qui est fasciné par la spiritualité, la Bhagavad Gita, et en même temps qui est l'organisateur impitoyable du mal. Cet ancien éleveur de poulets qui devient le personnage principal du Reich et qui impose l'empire SS et qui s'empare aussi complètement du programme des fusées. Et on voit enfin comment les Alliés ont tramé de très longue date le grand pillage de l'Allemagne. Au moment où les premières unités militaires pénétraient en Allemagne, ils étaient accompagnés par des équipes de spécialistes avec des listes de noms de physiciens, de chimistes, d'ingénieurs, qu'ils embauchaient en enlevant dans leur dossier tout ce qui concernait leur passé nazi. Mais il faut reconnaître aussi que la France n'a pas été, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais n'a pas été très curieuse sur le passé des criminels qu'elle engageait. Et elle a longtemps caché le rôle déterminant que les ingénieurs nazis ont joué dans la création de la fusée à Vernon. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment travaillé sur les V1 et les V2 ont apporté un élément déterminant dans le développement de la fusée Ariane. Sans eux, la France ne serait pas devenue la troisième puissance mondiale dans le domaine spatial. Mais c'est vrai, Michel Hortaud, que dans ce livre romanesque, et le point central, c'est de voir, et on n'en parle pas si souvent que ça, de la résistance allemande, la résistance de l'intérieur et la résistance d'un jeune homme qui, effectivement, ouvre son esprit peu à peu. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru, comme beaucoup, que la résistance se résumait à l'attentat du 2 juillet 1944 à la tanière du Loup. Et il m'a fallu plus de 3 ans d'une enquête vraiment méthodique à travers les archives, les témoignages, les romans, les essais, les films, pour démêler l'entrelac des innombrables réseaux de résistance. On ne s'imagine pas. Il y avait des cercles de pensée, il y avait des complicités dans les ministères. Par exemple, pour aller rapidement, l'armée rouge était tout à fait au courant des déplacements de la Luftwaffe et de la Wehrmacht grâce à 2 officiers qui étaient dans les ministères et qui leur communiquaient vraiment tous les renseignements, ce qui leur a donné un élément déterminant pour gagner la bataille de Stalingrad. Complot des militaires qui ont tous échoué par un incroyable amateurisme. On est stupéfait. Et pourtant, au total, on estime qu'il y a eu
1 million de personnes, 1 million, qui ont été arrêtées, emprisonnées, envoyées dans les camps de concentration pour opposition au régime. Et près de 35 000 ont été exécutés, on n'imagine pas. La plupart, d'ailleurs, des femmes, c'était sans doute par délicatesse, étaient décapitées à la hache ou guillotinées. Nous allons nous arrêter là. C'est bien que vous ayez parlé des femmes parce qu'effectivement, elles sont essentielles dans ce livre. Merci beaucoup, Michel Heurtaud, et merci pour ce livre, Ce cœur qui haïssait la guerre.